Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle française 2012. Alors je salue nos invités, Michel Cotta, éditorialiste Nouvel Économiste, Jean-Luc Bourlange, professeur à Sciences Po, Louis Quemaillou, président de la presse africaine et également responsable de l'information à Télésud. Revenons sur ce qui s'est passé en un mois depuis notre dernière édition, en commençant par vous, Michel Cotta. Est-ce que vous voulez, je crois que le mieux c'est de faire un petit point général. Oui, un début de campagne un peu accéléré, que Nicolas Sarkozy a cru bon d'accélérer, puisque en principe, il ne devait commencer se lancer en campagne qu'à la mi-mars, et un début de campagne qui s'est soldé au bout de 3 semaines par un piétinement. Nicolas Sarkozy n'est pas arrivé à remonter son retard dans les sondages par rapport à François Hollande. Je crois que c'est ça qui explique un peu le comportement des uns et des autres, avec un Nicolas Sarkozy qui veut à tout moment essayer de reprendre le tempo, de montrer que ses propositions sont les bonnes et qu'en tout cas elles impliquent la discussion, mener le débat. Et en fait, pour mener le débat, il a mené le débat hier en situant les choses sur l'Europe et sur ce qu'on pourrait appeler... comment peut-on appeler ça? La renégociation des accords de Schengen. La renégociation, et surtout la préférence européenne. Voilà. Donc en ciblant les accords de Schengen d'une manière qui en a surpris plus d'un, voilà, et qui en tout cas m'a surprise. Jean-Louis? Oui, je crois que ce qui est assez intéressant, c'est que nous sommes un peu comme dans Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, où Alice dit qu'il faut que les gens courent très vite, rien que pour rester sur place. Et là, nous avons l'impression que tout le monde accélère, notamment par rapport à notre dernière émission qui a coïncidé avec l'entrée en campagne très brillante, très réussie de François Hollande, puis l'entrée en campagne qui a été un peu avancée de Nicolas Sarkozy, et tout le monde a accéléré, et quand on regarde les sondages, ils restent absolument identiques à ce qu'ils étaient il y a quelques mois. On a une impression d'un rapport de force qui est stabilisé. Et la deuxième chose qui me paraît frappante, c'est la façon dont l'ensemble des candidats, y compris le candidat du centre, François Bayrou, bien que d'une façon beaucoup plus nuancée que Nicolas Sarkozy et que François Hollande, l'ensemble des candidats jouent sur une carte protestataire, tribunicienne, populaire et anti-européenne. Ce qui est singulier parce que nous savons que l'exercice de leur mandat sera de toute manière un exercice marqué par la nécessité de faire affaire avec l'Europe, la nécessité de faire un certain nombre d'efforts, la nécessité d'avoir une politique raisonnable. Donc on a des espèces d'embardées électorales. Alors chez François Hollande, ça a pris la forme d'une sorte de proposition de taux absolument artificiel de 75% qui n'est pas du tout réaliste pour les très très hauts revenus. Chez Nicolas Sarkozy, ça prend la forme en vérité d'une remise en cause de ses propres actions, ce qui dit qu'il faut absolument changer Schengen, mais ceci est déjà sur le métier. Ça fait des mois que la Commission et le Conseil se préparent à réviser, on ne sait pas très bien dans quel sens d'ailleurs, parce qu'au bout du compte, les possibilités concrètes sont très limitées, les accords de Schengen, et puis une espèce de diabolisation de l'Europe qui est très étrange de la part de Nicolas Sarkozy, puisque l'essentiel de son bilan, c'est d'avoir, ce qu'il y a de plus positif dans son bilan, c'est d'avoir contribué à un pilotage assez réussi, au bout du compte, de la zone euro, de l'Europe, du tandem franco-allemand en coopération avec Angela Merkel. Et j'ai un peu le sentiment qu'il se tire une balle dans le pied, il tire au nom de l'avenir une balle dans le pied de son propre bilan, si je puis dire. C'est déconcertant. Pour le moins, oui. Louis Quemaillou. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que généralement,
À moins que j'ai raté des épisodes, on n'élit pas les présidents en France sur les questions de politique étrangère. Et sur ce dernier meeting de Nicolas Sarkozy, le président sortant à Villepinte, on a eu cette politique internationale qui est venue vraiment au centre de la campagne, comme on ne l'avait pas vu depuis il y a 3 semaines au moins. Il a parlé d'Europe. Il a parlé de la place de la France de façon générale. Il a parlé avant cela de cette taxation sur les grandes entreprises qui font des profits et qui ne payent pas suffisamment d'impôts. Donc, on a l'impression que d'un seul coup, il se découvre à la fin de son mandat qu'il y avait des possibilités de faire des choses qu'il s'est gardé peut-être sous le coude ou qu'il a oublié d'utiliser simplement. Et qu'en fin de mandat, il se dit j'ai besoin d'être aidé. N'oubliez pas que j'ai eu des idées en 2007. En 2012, je ne vais pas encore en avoir. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Permettez-moi de revenir dans la campagne avec toutes ces idées que j'avais eues en 2007, au bout desquelles je ne suis pas allé. Peut-être à cause de la crise, peut-être en raison d'autres événements conjoncturels qui me dépassent. Mais je suis aujourd'hui capable de vous apporter tout le souffle, toute la foi qui a porté ma campagne en 2007. Mais la vérité, c'est que ce logiciel-là, aujourd'hui, il est complètement grippé. Il ne peut pas produire les mêmes effets qu'en 2007 parce qu'il sort quand même de 5 ans de mandat et il sort d'un mandat de Jacques Chirac qui a pu faire 7 ans, 5 ans et finalement, c'est une continuation. Il avait été élu sur le thème de la rupture. La rupture, on l'attend toujours. Alors, moi, je vois les choses aussi sur un plan purement politique et presque politicien. Le meeting de Villepinte, c'était d'abord, ça s'adressait d'abord à François Hollande en lui disant vous n'êtes pas reçu dans le consistoire européen, moi j'y règne en maître. Bon, donc c'était une façon de ridiculiser presque la personnalité de François Hollande, donc ça on comprend bien. Mais en revanche, alors que François Hollande, lui, demande depuis le début la renégociation du traité qui vient d'être signé, en y ajoutant donc un volet sur la croissance, et alors que Nicolas Sarkozy dit que c'est complètement impossible, illusoire, etc., le fait de remettre en question toute l'Europe, enfin là, une grande partie de l'Europe, Schengen, qui est quand même une partie considérable, Schengen, hein. Mais pas seulement Schengen, bon, ça paraît quand même effectivement de nature à se tirer une balle dans le pied, mais ce qui est le plus important, c'est quand même c'est le discours en direction du Front National. Or, quand on dit préférence européenne et préférence française, si au bout d'un an la préférence européenne ne marche pas, on est quand même sur le territoire du Front National et ce sont les voix du Front National qu'on essaie de siphonner. Est-ce qu'il n'est pas obligé de le faire pour être élu, hein, je dis pas obligé. C'est ce que lui reproche d'ailleurs Ramayad, qui aujourd'hui parle d'extrême droitisation. Elle parle du fusil du Front National qui est sur la tempe de tous ceux qui ont cru aux valeurs de la République et qui sont à l'UMP. Je ne sais pas s'il peut faire autrement, mais dans la nuance, oui. Dans la nuance, oui. Peut-être maintenant, la question qui se pose, c'est le gain qu'il peut en obtenir. Attendez, on va parler chacun son tour parce que... Oui, je crois que François Mitterrand, dans des circonstances analogues, avait l'art des transitions, ce que manifestement... Déjà, Jacques Chirac, il y avait des problèmes, parce que quand il changeait de scripteur, de rédacteur de discours, il y avait des sauts qualitatifs, boum, boum, et qui étaient assez difficiles. Mais alors là, nous sommes vraiment dans des ruptures impressionnantes. Nicolas Sarkozy fait campagne depuis des semaines face à Hollande sur le thème, effectivement, moi, je suis un grand parmi les grands, les gens me reconnaissent, d'ailleurs, ils me reçoivent, je pilote l'Europe avec Angela Merkel. Et là, qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de ses partenaires européens? Il fait ce que Michel Audiard appelle le bourre-pif en temps de paix. C'est-à-dire qu'il leur déclare que sur Schengen, sur la préférence, sur le Buy European Act, la nouvelle idée selon laquelle il faudra que les commandes publiques européennes soient des commandes de biens européens. Il est évident que pas un Allemand ne peut accepter ça. Les Allemands font leurs affaires avec la Chine, ils ont une balance, ils ont un flux d'exportation extrêmement élevé vis-à-vis de la Chine, ils n'ont aucune envie de s'exposer à des mesures de rétorsion de la part des Chinois. Donc, quand il dit cela, il sait que, de toute manière, Angela Merkel ne le suivra pas. Et donc, soit lui, Nicolas Sarkozy, avalera son chapeau, soit il aura effectivement une rupture dans le tandem, alors que jusqu'à présent, c'était son grand argument que d'avoir ce tandem. En réalité, pour répondre à l'observation qui est très juste de Michel Cotta, qui dit
tous ces gens, ils veulent faire bouger les sondages de 1 point, 2 points, 3 points. Nicolas Sarkozy à Villepinte, il n'a pas d'autre objectif que de dire il faut que je fasse un peu trembler la courbe et que je rattrape 2 points sur Marine Le Pen. À ce moment-là, j'ai 2 points de plus et l'ensemble de la presse va crier que ça y est, c'est comme la chenille, ça redémarre. Bon. Et alors ça se paye à un prix extrêmement fort, qui est le prix de la cohérence. Ce qui caractérise en fait Nicolas Sarkozy, mais aussi Hollande, quand il propose l'imposition à 75%, alors qu'il a fait 3 mois plus tard l'argumentaire inverse, parfait, en expliquant que c'était une mesure absurde, idiote, que ça ne rapportait rien, qu'il fallait vraiment être aussi borné que Mélenchon, il ne l'a pas dit, mais il l'avait suggéré très fortement pour proposer un truc pareil, il propose ça, et le pari de tous ces gens, c'est que maintenant, la cohérence n'existe plus dans une campagne. Que nous avons un peuple qui serait supposé être entièrement amnésique, qui ne se rappelle pas le jour, ce qui a été dit 8 jours plus tôt, et donc on peut y aller et manipuler instantanément des symboles contradictoires. Alors s'ils ont raison, c'est très inquiétant. Moi j'ai quand même l'impression que quelque part, les Français continuent d'attendre du chef de l'État qu'il soit un peu ce que De Gaulle avait voulu qu'il soit et qu'il définit dans la Constitution, c'est-à-dire l'homme de la durée, de la continuité de l'État, de la cohérence nationale, et que cette fonction de sécurité psychologique est une fonction essentielle aux yeux des Français. Car la contrepartie de ça, c'est qu'on développe et on accentue l'angoisse des Français devant le monde qui vient. Alors j'espère que ne pas être trop optimiste en disant cela, et j'espère que c'est moi qui ai raison et pas eux, mais je crains que ce ne soit eux et qu'effectivement tous ces gens puissent se dire allez, on dit n'importe quoi, on dira le lendemain, on dira le contraire le lendemain, et puis on verra bien ce qui en résultera. C'est assez triste. Parce que quand on suit cette campagne et qu'on suit également les sondages par rapport à l'attitude des Français concernant la manière dont la campagne est menée, il est quand même étonnant de remarquer que 60% de Français disent qu'elle est inintéressante. Et à côté de cela, vous avez des politiciens qui se positionnent et qui effectivement se renient, comme disait M. Bourlange. Nicolas Sarkozy qui se pose en disant il faut éviter les communautarismes. Mais en même temps, il s'adresse à la fois à l'outre-mer, il s'adresse à ceux qui mangent cachère, il s'adresse à ceux qui mangent halal, bref, il communautarise, il multicommunautarise son discours tout en disant non, éviter cela, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout sauf républicain. Pourtant, c'est l'attitude qui est menée par le président. De l'autre côté, on pourrait reprocher à Hollande de ne pas être assez tranchant dans ses propositions, mais au moins, il a le mérite d'avoir cette attitude assez cohérente de dire « je fais une proposition, je reste sur la même, populaire ». Sauf sur les 75%. Ouais. Les 75%, il l'a expliqué, il a dit que ça concernait le 2e million. À partir du moment où vous avez 1 million, tout ce qui vient après le 1er million... Il avait dit le contraire il y a 3 mois. Juste un mot à propos de l'Afrique. Il y avait une délégation africaine à Villepinte, je crois. Oui, il y a des partis. Déjà, au niveau des Africains vivant en France, c'est vrai qu'il y a d'énormes clivages. Ils ne votent pas comme un seul homme, ce n'est pas un bloc monolithique. Heureusement d'ailleurs. On avait une délégation du RDR, le Rassemblement démocratique ivoirien. On avait d'autres délégations venant d'autres pays africains. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, au sein des différentes couches politiques, vous retrouvez les Africains représentés, y compris au Front national d'ailleurs. Alors moi, je voudrais introduire une nuance sur l'incohérence. La campagne de Nicolas Sarkozy, pour le moment, je ne vois pas sa ligne autre que purement électoraliste. En revanche, François Hollande, oui, cette sortie sur les 75% est peut-être pas dans... il avait peut-être dit le contraire, mais elle s'inscrit quand même dans une ligne globale qui est une ligne de nouvelle fiscalité. Alors, bon, peut-être que celle-là va trop loin, mais il me semble que l'incohérence, tout de même, est beaucoup moins grande que de l'autre côté. En revanche, quelqu'un comme François Bayrou, qui est très cohérent, alors lui, dans sa démarche, on ne peut pas les... ne pêche parce que, pour 2 raisons, j'ai suivi ses meetings. Un, les gens derrière lui disaient « Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on entend parler de lui qu'au moment des présidentielles ?» Ce qui est important. Et deuxièmement, finalement, dites-moi le programme de réduction de dépenses que propose François Bayrou.
il n'est pas évident, même si on dit pendant 2 ans, on gèlera tous les postes et par conséquent, ça fera 50 milliards. Non, mais personne ne peut y croire, là aussi. Personne ne peut croire que pendant 2 ans, on gèlera toutes les dépenses. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des fonctionnaires? On ne les augmente pas pendant 2 ans. Non, justement, il a dit le contraire. Non, mais il avait tout à fait raison. Justement, il y a quelque chose là vraiment qui... donc, ça polarise. Le débat polarise la question sur Marine Le Pen. Et donc, c'est la course à l'échalote autour de Marine Le Pen à laquelle on assiste. Qui n'a pas encore toutes les signatures, d'ailleurs. Il lui manque encore 15 signatures. Sur le grand prix du tête-à-queue permanent, c'est certainement à Nicolas Sarkozy qu'il faut le donner. Ça, c'est, là, les virages à 180 degrés sont constants. François Hollande, c'est différent. François Hollande, c'est un homme dont on sent qu'il est profondément modéré, prudent, social-démocrate, ce qui d'ailleurs est un peu archaïque parce que la gauche européenne est de plus en plus social-libérale plutôt que social-démocrate. Il est un petit peu en retard. Enfin, pour nous, c'est déjà une grande avancée vers la modernité parce que le socialisme de fond est révolutionnaire. Il y a un premier tour qu'il faut gagner. Mais en même temps, on voit bien qu'il est littéralement tétanisé par les partisans du non de 2005. François Hollande a été battu, a raté sa mise sur orbite de 2007 à cause du non au référendum. Vous vous souvenez qu'il avait milité ardemment pour qu'il y ait un référendum. Il avait contribué à convaincre Jacques Chirac d'organiser un référendum sur le traité constitutionnel européen. Il avait pensé que ce référendum conforterait sa position au sein du Parti socialiste. Il s'est heurté à un front de gauche composé d'une part de Mélenchon et également de Fabius, et comme dans la fable, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et donc là, on sent à quel point il fait attention à tout, et là où je trouve qu'il est effectivement en situation délicate, c'est pas seulement sur la fiscalité des 75%, c'est sur le traité. Le traité instituant la règle d'or. Il était favorable à la règle d'or, il avait dit qu'il serait favorable à la règle d'or. Il aurait dû dire, et c'est tout à fait conforme à son positionnement, il aurait dû dire « je n'accepterai ce traité que s'il est complété ». Or, il a dit à la fois, et c'est un discours très difficile à tenir vis-à-vis de nos amis allemands, il a dit il faut le compléter et il faut le renégocier. Or, ce n'est pas la même chose. Autant compléter, je pense que Mme Merkel et les Allemands et d'autres pourraient, le moment venu, accepter qu'on ajoute des choses, qu'on prenne des initiatives en matière de croissance, Mario Monti en a proposé, etc. Autant le mot renégocier, lui, est une référence directe aux partisans du non de 2005, qui voulaient renégocier le traité constitutionnel. Et là, on va dans le mur, parce que le traité tel qu'il est fait, on n'a pas besoin de le faire ratifier en France pour qu'il s'applique. Donc, si Mme Merkel dit demain à M. Hollande, qui a des chances raisonnables d'être élu, mon cher ami, vous ratifiez ou vous ratifiez pas, c'est le problème de la France, mais nous ne renégocierons pas ce qui a été négocié à 25 pays. Eh bien, s'il se met sur le bord de la route, là, il aborde son quinquennat d'une façon très déséquilibrée par rapport à une Allemagne qui sera alors là, officiellement, à la tête de l'Europe. On retrouve, alors faisons une citation littéraire, on retombe dans la formule de Victor Hugo dans Waterloo, d'un côté c'est l'Europe et de l'autre la France. Ceci étant, il y a quand même 12 pays européens qui ont envoyé une lettre globale pour dire qu'ils souhaitaient une initiative sur la croissance. Oui. Alors, la question que je me pose... pas la renégociation. C'est justement là, voilà. complément, là, on est d'accord. Mais je me pose la question maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, lequel est le plus européen, vous qui êtes un spécialiste d'Europe, lequel est le plus européen entre celui qui demande la négociation d'une clause et celui qui demande la négociation d'un accord qui est quand même fondamental au sein de l'Europe? Qui est le plus européen des deux maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'on peut s'interroger, on peut poser la question à l'envers.
quel est le moins européen des deux, parce qu'aucun des deux. Et quand vous avez évoqué, si je peux encore dire un mot sur François Bayrou, vous avez évoqué François Bayrou, ce qui me paraît, alors vous avez tout à fait raison sur les dépenses publiques, François Bayrou est dans une contradiction, parce qu'il a été le premier, François Bayrou est l'héritier de deux traditions. Une tradition pro-européenne, la tradition MRP, démocrate chrétienne, et une tradition de rigueur, qui est la tradition barriste. Hein, c'est rigueur, anti-déficit, anti-endettement. Et sur ces deux points, il n'est pas à l'aise. Sur le premier, sur l'Europe, il sent bien, depuis, moi je l'ai très bien vu changer sur ce point de vue, dès 2005, dès 2004, dès le référendum interne au Parti socialiste, il se dit que la majorité française est plutôt peu européenne. Et vous ne l'entendez pas parler. Vous avez un de ses amis, Jean Arthuis, qui vient de publier un grand rapport sur ce qu'il faudrait faire pour la zone euro. Il est paru la veille du jour où M. Bayrou est intervenu à la télévision. Il n'en a rien dit. Il est pour l'Europe comme le pasteur est contre le péché. Point final. Donc il n'évoque pas du tout ce thème. Au contraire, il a développé plutôt acheter français, ce qui est un thème pas très européen. Mais c'est très bien fait. Je veux dire, c'est pas du tout comme aussi agressif et aussi contradictoire que Sarkozy. Et sur le plan de la rigueur, alors là, il défend bec et ongle le modèle social français et qui s'oppose à toutes les réformes qui pourraient remettre en cause tel ou tel avantage social, il est très gêné. Et il a fait deux propositions, celle que vous avez rappelée, Michel, c'est-à-dire on gèle les dépenses pendant 2 ans, donc ça fait 5 points, donc ça fait les 50 milliards, le compte est bon, mais en même temps, il sait très bien qu'on ne va pas diminuer, on va être obligé de payer la dette, qu'on va être obligé de payer les fonctionnaires, qu'il y a un tas de choses. Et donc, il est amené à faire des choix. Alors on lui dit, mais quand même, les 3/4 des dépenses, vous ne pourrez pas les geler, donc vous n'allez pas tout mettre sur un quart. Il faudra faire des choix. Et là, il répond avec une candeur extraordinaire pour un homme politique. Je demanderai à la Cour des comptes les changements qu'il faut faire, comme si la coupure des dépenses publiques n'était pas un choix éminemment politique et pouvait être confié à une juridiction, même si cette juridiction a toutes les qualités du monde. Alors que pensez-vous de la candidature de François Bayrou, de son avenir je pense, écoutez, je pense que nous sommes dans un jeu extraordinaire entre Sarkozy et Bayrou. Je pense que chacun des deux fait la politique de l'autre. Je pense que Bayrou s'est mis dans une situation où il ne peut pas profiter de la faiblesse de Sarkozy. Pourquoi ? Parce qu'il a cette stratégie où on ne sait pas s'il veut être le chef de la droite contre la gauche ou le chef de la gauche contre la droite, où il ne joue pas sur les cases laissées vacantes par Sarkozy en matière d'Europe ou en matière en matière essentiellement de construction européenne et de vraie politique économique de réduction des déficits. Donc les faiblesses de Sarkozy, il ne les occupe pas vraiment par prudence. Il est un peu sur une case populiste modérée. Et puis d'autre part, Sarkozy n'a pas eu d'autres soucis depuis 3 ans apparemment que de remettre François Bayrou dans le jeu. François Bayrou avait attaqué très fortement avec un bouquin terrible Nicolas Sarkozy. Il avait refusé de le soutenir en 2007. Il avait dit « je n'appartiens plus à la majorité, ni droite ni gauche ». Sarkozy, depuis 3 ans, dit « aucun autre centriste que Bayrou n'est compatible. Il empêche Borloo, Morin de se présenter ». Il prend M. Mercier au gouvernement en lui disant « c'est pas la peine que vous démissionnez du MoDem ». Et il occupe un terrain qui est le terrain de la droite dure, de l'aile droite du RPR, voire du Front National. Et donc il ouvre un boulevard à François Bayrou. Alors je trouve que c'est étrange. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier avaient écrit un livre, et Michel-Antoine Burnier en a refait une variante qui s'appelait « Que le meilleur perde », où il expliquait que ce qui caractérisait les hommes politiques, c'est non pas leur volonté de gagner, mais leur volonté de perdre. Et là, entre Sarkozy et Bayrou, j'ai l'impression que le meilleur impresario de Bayrou, c'est Sarkozy, et que le meilleur impresario de Sarkozy, c'est Bayrou. Quel drôle de monde! Michel, qu'en pensez-vous ? Je fais un peu cette analyse avec quand même une espèce de regard qu'on peut porter sur François Bayrou est tout à fait intéressant. Parce que quand on le compare aux grands leaders centristes qui ont fait l'histoire sous la Ve République, Jean Le Canuet, on voit bien que ce système majoritaire ne peut pas favoriser le centre, quoi qu'on fasse. Il n'y a que Giscard qui s'en est tiré parce que la campagne a été très rapide, la mort de Georges Pompidou aidant, évidemment, il n'a eu que les 6 semaines nécessaires pour faire campagne.
Et puis, quand même, le Front gaulliste était très, très divisé et représenté par un très mauvais candidat. Il a accepté la bipolarité, en plus. Bon, alors, il l'a accepté et, au fond, il l'a fait à son profit. Oui. Il a réussi à tourner le gaullisme sur le centre, enfin, et donc à prendre la place... à additionner les voix des gaullistes et la voix du centre. Il a réuni les libéraux et les centristes et cassé l'unité gaulliste. Voilà, personne depuis n'est arrivé. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui fait courir François Bayrou ? Qu'est-ce qui fait courir François Bayrou ? Et moi, je dois dire, je remarque que tous les gens le trouvent très sympathique. C'est des trois leaders... On parlera peut-être de Marine Le Pen. Des trois leaders, c'est celui que les Français trouvent spontanément le plus sympathique parce qu'il leur ressemble, parce qu'il a de la bouteille un peu quand même maintenant. Il a beaucoup de talent. Il fait valoir ses droits à parler d'agriculture parce qu'il est agriculteur lui-même, à être intellectuel parce qu'il est intellectuel lui-même. Bon, c'est le plus sympathique. Et pourtant, on voit bien que c'est celui sur lequel les gens ne s'arrêtent pas. Et c'est à la fois explicable par la Constitution et par le bipartisme, et inexplicable un peu parce que ça montrerait que l'homme, au fond, ait moins d'influence sur le vote que les tempéraments politiques. Et vu de ma fenêtre d'étranger, ce qui est quand même hallucinant en France, c'est qu'on a deux grands partis qui devraient logiquement faire de bons chiffres, puisque ce sont les partis traditionnels qui ont l'habitude de la pratique gouvernementale. On a une gauche franchement PS, l'UMP qui aujourd'hui est une grosse fédération, je ne sais pas comment la situer, mais bon, elle est quand même présente et c'est elle qui représente la droite. Mais ces deux partis n'arrivent pas à faire 1 million de membres. Même en les réunissant, on fait difficilement 1 million. Ce n'est pas les républicains et les démocrates. Et là, ça traduit au moins une chose, c'est qu'aujourd'hui, les grands partis traditionnels, et c'est une évolution à la fois sociale et normale de l'Europe de façon générale, de la France en particulier, c'est que les gens ne sont plus franchement soit socialistes, soit de droite. Ils ne sont plus militants. Ils sont plus si militants que ça. Au Front National non plus, il n'y a personne. Aujourd'hui, ils se partagent la voix avec Mélenchon. Il y a des électeurs. Il y a des électeurs. Les électeurs, c'est la notion de parti qui est à revoir. Et d'ailleurs, beaucoup proposent qu'on revoie la notion de parti, qu'on l'agrandisse, voir ce qu'a fait Ségolène Royal en 2007, en faisant plus le compte de ses partisans et des gens qui adhéraient à elle spontanément qu'au Parti socialiste. Donc je crois que la notion de parti, vous avez raison, est tout à fait dépassée, mais la gauche et la droite continuent à exister. Mais ce que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, on sent cette volonté des politiciens d'aller conquérir au-delà de leur cercle naturel. Ce qui est normal. En Italie, ils l'ont fait au niveau de la gauche pour choisir leur candidat. Ça a été un suffrage, mais vraiment populaire. Ce n'était pas que le Parti socialiste, ce n'était pas que les communistes, c'était l'ensemble des membres de leur parti qui montaient au créneau et qui choisissaient le leader qu'ils voulaient en face de Berlusconi. En France, on ne va pas tarder à y arriver. Et ce qui permettra d'y arriver, c'est peut-être l'issue de cette élection de mai, du 6 mai. Si jamais Nicolas Sarkozy ne réussissait pas et qu'il fallait aujourd'hui faire un congrès du parti, je ne suis pas certain qu'on garde son unité déjà au niveau de l'UMP. Et du coup, on se retrouve dans un positionnement où celui qui a été le vrai opposant au sein de la droite reste quand même François Bayrou. Et il faudra rebattre les cartes sur la base de cette donnée. C'est d'ailleurs peut-être une explication à un fait qui est passé relativement inaperçu. C'est l'appel d'Alain Juppé à l'unité de l'UMP, et c'est lui-même qui a annoncé un congrès pour l'automne. Ce qui a beaucoup surpris, parce qu'il n'est pas en charge. Il y a une défaite. Il n'est pas en charge, et puis il n'est pas en charge de l'unité de l'UMP. Et puis celle-ci n'est peut-être pas menacée si Nicolas Sarkozy est élu. Donc je pense qu'il a anticipé d'une certaine façon la défaite, même si il a été abondamment cité par Nicolas Sarkozy l'autre jour. Ce qui est probable, si François Hollande était élu, c'est que la situation de François Bayrou, qui va sans doute pas cautionner François Hollande, serait beaucoup plus confortable qu'elle ne l'a été depuis 2007. Parce qu'en 2007, il était hors de la majorité et hors de l'opposition. Là, même si, quel que soit son comportement au second tour, il sera dans l'opposition. Or, on va avoir une situation d'une extrême confusion à droite, avec l'opposition entre Fillon, Copé,
Qu'est-ce que fera M. Devedjian dit que Nicolas Sarkozy, en fait, reviendra d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Alain Juppé, et Michel vient de le rappeler, nous signale qu'il est toujours présent, etc. Donc tous ces gens vont être présents. Et François Bayrou sera sans doute le vétéran des candidats. Donc la vérité, c'est que François Bayrou est en train aujourd'hui de préparer sa candidature de 2017. Ceux qui croient qu'il va s'arrêter à 3 sont dans l'erreur. On est parti pour Bayrou 4. Alors, une question moi, que je me pose sur Bayrou, je l'ai entendu comme beaucoup d'entre vous l'autre jour à la télévision avec Manuel Valls. Et les convergences avec Manuel Valls étaient évidentes. Et d'ailleurs, il a pratiquement dit que s'il était élu, Manuel Valls aurait une place dans son gouvernement. Donc, est-ce que vous êtes sûr, franchement, de l'ancrage, ni gauche ni droite, de François Bayrou? Moi, j'en suis moins sûr que vous. Je suis sûr de rien. Je crois en revanche que le fait que vous signalez ne permet pas de tirer une conclusion. Il est effectivement, il explique, et il a tout à fait raison, que Valls, c'est... il y a du social-démocrate chez Bayrou. Oui, et même chez Valls, il y a du libéral-social. Mais après tout, il a tout à fait raison de dire qu'il faut... Ce que disait Bayrou en 2007, c'est qu'il faut faire affaire avec la gauche, y compris avec le Parti communiste. Je me rappelle très bien ces discours. Il rappelait constamment le général de Gaulle qui avait fait rentrer le Parti communiste au gouvernement à la Libération. Et maintenant, son discours est de dire on va faire rentrer les bons socialistes, ceux qui acceptent l'économie de marché, et pas les autres. Or, compte tenu de la culture de gauche, cette coupure en deux de la gauche n'est pas possible. Donc en réalité, il n'est pas dans une situation si différente de celle de Nicolas Sarkozy, faisant rentrer Kouchner, Jouyet et Besson. Est-ce que ça veut dire que François Hollande, si jamais il gagne, ne pourra pas faire rentrer les centristes dans son gouvernement? Ils refuseront? Tout dépend de ce que veut Bayrou. Est-ce que Bayrou veut être candidat à la présidence de la République? C'est qu'il n'a plus le monopole du centre aujourd'hui. Il y a plusieurs centres, les centres droit-gauche comme les écologistes, on a plusieurs chapelles à l'intérieur de l'église. La maison du Père. De la maison du Père. Donc. Passons à une autre candidate dont on n'a pas parlé ou peu, c'est Marine Le Pen. Supposons qu'elle ait ses signatures, puisque cette émission sera diffusée dans quelque temps. Donc, elle a ses signatures, et finalement, dans les sondages, elle ne bouge pas non plus beaucoup. Enfin, franchement, dans une situation où elle est, c'est-à-dire celle où elle n'a pas encore ses signatures, elle tient sa place. Elle les passe entre 15 et 17,5. Non, franchement, personne ne peut dire ce que fera vraiment, in fine, Marine Le Pen si elle a ses signatures. Et je pense qu'elle va finir par les avoir. Moi aussi, je crois qu'elle aura ses signatures. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'elle a quand même eu... Elle a présenté ses lacunes dans au moins 2 émissions. La confrontation qu'elle a eue avec Jean-Luc Mélenchon n'a pas véritablement été à son avantage, que ce soit sur les questions économiques ou même sur le fond politique. Il l'a vraiment tensé sur ses bases de ce point de vue-là. À Dimanche Plus, elle avait eu une attitude qui n'était pas non plus très encourageante pour l'électorat qu'elle aurait pu aller chercher au-delà de sa base naturelle. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle est allée en Autriche pour ce fameux bal où elle se retrouvait dans des circonstances... Il y a beaucoup d'incohérences quand même dans son personnage, parce qu'elle a pris un départ de campagne sur des terrains plutôt économiques, sortant de l'euro. Et puis, là, maintenant, elle se retrouve, au fond, sur la politique traditionnelle du Front National, l'immigration et la sécurité. Alors, c'est vrai que son premier départ de campagne a pu intéresser des gens ou à droite ou à gauche qui sont favorables à une distance de l'euro, mais là-dessus, elle n'a pas non plus été très convaincante dans les émissions que vous citez et auxquelles elle a été confrontée à des économistes, voire l'émission sur France 2. Et deuxièmement, elle a peut-être dérouté au début les vieux électeurs de son père qui ne se retrouvaient pas en elle. Et au bout du compte, je ne sais pas de quel côté vraiment elle tombera, et si ça n'a pas assombri son début de campagne, d'essayer de se placer autrement et de se dissocier de son père. Au fond, elle retourne avec le bal en Autriche et avec Brasillac, elle retombe dans les bras du candidat précédent du Front National. Donc, et la boucherie aussi. Oui, et la boucherie halal, ça vous met bien. Là, le sang, le sang rituel, ça, c'est du solide pour l'extrême droite. Le malheur est qu'elle n'est pas restée seule sur ce terrain.
Oui, mais alors ça, ce qui me paraît frappant, c'est qu'elle est effectivement, je crois qu'elle est cantonnée actuellement. Elle avait voulu faire une percée, sortir dans le monde dans le monde des vrais gouvernants, des vrais dirigeants, dans le monde des gens respectables. Et elle s'est aperçue que ça rasait tout le monde, son histoire. Quand elle faisait des trucs sur l'euro, dans les meetings, on décrochait, et en même temps, elle apparaissait comme pas très sérieuse techniquement. Et donc là, elle était la copie, alors que l'original, c'était Sarkozy ou Bayrou. C'était elle qui était là. Vous savez, la distinction entre l'original et la copie que faisait son père, les Français préfèrent l'original à la copie. Donc, elle s'est repliée sur des positions préparées à l'avance, selon la formule consacrée de 1940. Elle s'est repliée sur des bases préparées à l'avance, qui sont les bases aménagées par son père. Et elle a ressorti la grosse artillerie, donc les amitiés autrichiennes, qui sont quand même pas très... Enfin, les Français n'aiment pas trop les nazis autrichiens, c'est de mauvais souvenirs, tout ça. Et deuxièmement, la boucherie halal, où alors là, elle a un succès absolument incroyable, puisque sur un truc dont tout le monde se moquait, personne n'avait ça à l'esprit il y a un mois, tout le monde se précipite là-dessus, y compris le président de la République, qui dit à la fois que c'est un sujet que vraiment on ne va pas parler de ça, c'est très secondaire, et que c'est le sujet de préoccupation et de conversation préféré des Français, et qui consacre d'abondants développements à cette question, sur laquelle d'ailleurs il est incapable de tirer un discours clair, parce qu'il est obligé, s'il stigmatise les musulmans, de stigmatiser aussi d'autres religions, dont la religion juive, et là il n'est pas très à l'aise sur ce terrain-là. Donc elle l'a, en se repliant sur ses bases, je veux dire historiques, elle joue son rôle, elle embarrasse le président Sarkozy, mais en même temps, elle s'interdit, la chrysalide s'interdit de devenir le beau papillon qu'elle aspirait à être. Et puis à côté de ça, il y a une donnée qui est tout aussi importante, c'est qu'il y a la montée de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas à négliger parce que l'électorat populaire est un électorat où à la fois elle et Nicolas Sarkozy allaient puiser d'importantes réserves. Et si cet électorat ne leur est plus naturellement acquis et qu'il y a ce rejet que l'on retrouve à la fois au niveau de la population et au niveau des élites politiques, que ce soit le PS ou l'UMP et Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas citer le FN, ce rejet, on le retrouve de façon plus forte dans les classes populaires. Et ces classes-là lui sont plus naturellement acquises. Donc il y a également la montée de Jean-Luc Mélenchon qui explique un peu la baisse. Nous en venons alors à Jean-Luc Mélenchon qui fait une bonne campagne. La révélation de la campagne. Même si on ne vote pas pour lui, on ne peut pas nier son talent. Peut pas nier son talent, ni même bouder son plaisir. Parce que quand on l'entend parler, on est ravi. Moi, je l'entends citer Victor Hugo, les poèmes, Baudelaire. Victor Hugo, vous connaissez particulièrement, je sais ça, Jean-Louis. Mais avec un plaisir, et puis quand même, évidemment, il y a des charges contre la presse, mais ces charges médiatiques font plutôt, moi, me font plutôt rire. Je les trouve parfois, d'ailleurs, bienvenues. Et bon, voilà, c'est une révélation. C'est l'orateur de la campagne. Et bon, voilà, c'est plutôt... alors, je ne sais pas du tout quels seront ces résultats. 10%, c'est très bien. Je ne sais pas du tout ce qu'il fera après. Et même si François Hollande lui demandera après de participer éventuellement à un gouvernement. Il a dit qu'il refuserait, on va voir. Mais en tout cas, un ministre raisonnable de François Mitterrand. Voilà. Ce qui est formidable, c'est de voir la différence entre le Mélenchon tel qu'il était lorsqu'il était à l'Éducation nationale ou à l'enseignement supérieur et le Mélenchon d'aujourd'hui. Vraiment, là, vous parliez de papillon et de chrysalide. J'ai vraiment l'impression qu'il est sorti de sa chrysalide maintenant. Je ne sais pas pour aller jusqu'où. Ce qui est important, c'est la culture en France. L'un des problèmes de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a vraiment accepté ce qu'on appelle une dimension philistine, c'est-à-dire le mépris de la culture, la princesse de Clèves. Et on voit bien que les candidats que les Français aiment bien, c'est Bayrou ou Mélenchon de ce point de vue-là. Alors Bayrou, je dirais, c'est agri et culture, et Mélenchon, c'est culture et usine. Et Hollande, c'est de temps en temps quelques citations. Alors, Hollande, quelques citations un peu massacrées, parce que j'ai vu qu'il avait fait une citation des phares de Baudelaire, qu'il avait drôlement retriturée. Et vous savez que Baudelaire a un immense talent, mais politiquement, Baudelaire, c'est pas un homme de gauche. Hein, c'est un disciple de Joseph de Maistre, c'est-à-dire vraiment un théoricien d'extrême droite. Alors, le fait de le reconvertir en social-démocrate, il faut le faire
contraire, lisez sur ce plan-là l'excellent livre d'Antoine Compagnon sur les antimodernes, où il montre la dimension antimoderne d'un certain nombre de grands écrivains, dont Baudelaire, et c'est pas tout à fait la culture Hollande. Oui, mais enfin, c'est pas très grave. C'est le côté sulfureux, je pense que c'est le côté sulfureux du personnage qui l'inscrit. Baudelaire est plus sulfureux que Hollande, me semble-t-il. Oui, justement, mais c'est le côté sulfureux de Baudelaire qui amène Hollande à le considérer, au fond, du côté de la contestation. Et puis, il y a une dimension que je n'ai pas très bien comprise dans cette campagne, parce que c'est vrai que Mélenchon, il est assez rude dans ses déclarations. Il n'y va pas, il ne met pas les gants, c'est vraiment le bras de fer qui s'abat sur vous. Mais on le lui pardonne très facilement. Que ce soit l'insulte qu'il fait à un ouvrier ou à un journaliste, ça passe plus facilement dans l'électorat que si ça venait de Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande. Et vous voyez, à côté de cela, j'ai l'impression qu'en 2007, c'est ce qui avait fait décoller déjà la campagne de Bayrou, quand il avait mis cette claque à un enfant qui essayait de lui faire les poches. En 2002, autant pour moi. C'était en fin de campagne, quand même, il me semble. Oui, mais ça lui avait fait connaître un bon... Ça lui avait permis d'être au-dessus des 5%. Tout le monde lui avait moi, je me rappelle, raison, j'étais tout près de lui à ce moment-là, et ce qui est amusant, on peut le dire maintenant, c'est qu'il était très, très inquiet d'avoir fichu une claque à un mot, me disant « Est-ce que j'ai pas fait la gaffe de la campagne ?» Il a fallu attendre 2 heures pour voir qu'en fait, l'opinion plébiscitait son geste. Est-ce qu'il y a d'autres candidats dont on peut reparler cette fois-ci? Nous avions Cheminade, passé quand même, qui réussit à avoir ses signatures. Saluons l'artiste. Non, moi, je suis assez contre, puisqu'on parle de signature, je trouve que la loi telle qu'elle est faite ne correspond pas quand même à l'élection présidentielle. Au fond, quand le général de Gaulle a choisi d'élire le président au suffrage universel, ça voulait dire que tout le monde était égal devant le suffrage universel. Bon, alors, pourquoi, à ce moment-là, on a donc fait tous des temps de parole égaux, etc., parce que c'était la notion essentielle de l'élection du président. Alors, pourquoi, à ce moment-là, les faire désigner par 500 représentants de l'élite politique? Si vous avez 300 candidats, Michel, vous avez des responsabilités, 3000 candidats, vous avez des responsabilités dans la régulation de l'audiovisuel. Je dois dire, s'il y avait 3000 candidats à égalité sur les antennes... Non, mais je comprends assez bien. Il me semble que c'est l'élection, la désignation, l'adoubement par ces maires n'est pas conforme, et je pense qu'il vaudrait mieux, dans les années qui viennent, qu'il y ait au moins 100 000 Français qui se déclarent pour un candidat. C'est très, très lourd. Mais le système est mauvais. Mais je crois qu'on peut trouver assez facilement un système. Si Cheminade n'était pas candidat, je crois que personne ne s'en plaindrait, sauf Cheminade, qui est un monsieur très bien. Mais enfin, on est là pour avoir des voix, pour représenter quelque chose. En revanche, effectivement, que Marine Le Pen puisse être sur la... c'est quand même quelque chose de totalement anormal. Nous savons tous les pressions auxquels les maires aujourd'hui ont à faire face pour refuser leur signature à Marine Le Pen. Leurs administrés ne veulent pas qu'ils signent. Alors, il n'y a pas que les administrés, parce qu'après il y a les subventions qui sont accordées aux différentes mairies, les conseils. Donc c'est ça, les conseils municipaux remettent facilement le maire en cause s'il a voté pour Marine Le Pen. À la commission Balladur, nous avions proposé un système dans lequel on faisait voter. On avait un collège un peu élargi, un peu plus urbain que le collège actuel, de 100 000 personnes, et on faisait voter ces gens à bulletin secret, donc il n'y avait pas de pression, etc. Ils votaient au chef-lieu de canton, comme ils votent pour le Sénat, et ceux qui auraient eu, par exemple, 2%, était admis à... C'était très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec cette réforme. Mais si vous vous rappelez ce que la presse avait, comment nous avions été accueillis, à cause de le côté un peu Louis-Philippard de Balladur, on avait dit c'est une réforme orléaniste qui vise à installer le pouvoir des notables. Censitaire, et on avait, censitaire, on n'avait absolument pas vu que déjà avoir 500 signatures dans un collège de 45 000 personnes extraordinairement rural et dominé déjà par les grands partis, c'est difficile. Hein. Il faut avoir, si vous avez 10 candidats, ça fait déjà 5000 personnes qui sont prises. Et puis, alors, de toute façon, l'UMP ou le Parti socialiste, ils ont 10 000, 15 000 signatures. Et donc, il reste très, très peu de monde. Donc, notre système était très bon, mais il a été massacré, y compris par Marine Le Pen, par les Le Penistes qui ont dit, voilà, alors que s'ils avaient eu ce système-là, ils n'auraient pas eu le souci
qu'ils ont aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne procéderait pas comme dans les grandes démocraties? On parle du coût de la campagne. Certains trouvent que c'est exorbitant, un meeting à 3 millions d'euros et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les grandes démocraties, qu'il s'agisse des États-Unis ou du Canada, les campagnes coûtent cher. Elles coûtent très cher parce qu'on s'appuie quand même sur un vrai suffrage populaire. C'est des primaires au cours desquelles chacun a sa chance devant la population. S'il est choisi, il représente la nation. En France, les dépenses sont remboursées de façon les dépenses donc importante. Oui, mais donc, pas en dessous de 5%. Oui, ce qui est quand Je même crois important. dans le système américain, moi j'ai vu ces pauvres hommes politiques américains, pauvres dans les deux sens du terme. Non, mais ils ne pensent plus qu'à ça, trouver de l'argent. Comment? Moi, j'ai vu notamment, je me rappelle, au Texas, un représentant qui m'a dit, moi, j'arrête parce que je prends 80% de mon temps consiste à faire du fundraising. C'est insupportable. Et alors, quand vous êtes comme McCoy dans New York District, que vous êtes candidat au poste de district attorney, etc., et que vous devez aller voir des gens qui seront vos justiciables si vous êtes élu, c'est un système qui est aberrant. Donc moi, je trouve que le système français de financement public, avec évidemment des moyens un peu plus limités, moins de débauche de moyens de propagande qu'aux États-Unis, c'est plutôt plus sain, même si aucun système n'est parfait dans ce domaine. C'est quand vous regardez la courbe aujourd'hui des dépenses, elles ne sont pas à la baisse, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Du coup, je crois qu'en temps de crise, il faudrait peut-être songer à changer de logiciel pour prendre un logiciel sur lequel les partis politiques mais il y a un rendement décroissant. Je crois qu'il y a un rendement décroissant de l'argent. Si vous voulez, je crois que au début, plus on avait d'argent, mieux ça allait. Tandis que maintenant, tout le monde s'en fiche, c'est vrai. Les gens, avec l'argent de plus que vous avez, vous gagnez peu de voix. Enfin, et une émission télévision réussie vaut beaucoup plus cher que, vaut beaucoup plus cher et rapporte beaucoup plus que sans meeting. Louis Maillot, est-ce que l'arrivée, la perspective éventuelle de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, est-ce que ça inquiète en Afrique, les dirigeants? Est-ce que ça leur est égal? Non, parce que la vérité, c'est que sur le continent africain, les notions de gauche-droite n'ont pas beaucoup de sens, pas beaucoup de prise non plus. Du coup, on s'accommode des dirigeants qui arrivent. Qu'ils soient de gauche ou de droite, vous remarquerez qu'il y a difficilement des rapports compliqués avec les chefs d'État africains. Quand Mitterrand était là, ils étaient tous de gauche. Quand on a eu Chirac, qui sont passés à droite, Sarkozy est venu, il n'y a pas eu de grande différence non plus. Donc, de ce point de vue-là, il y aura une véritable continuité. Je n'ai pas de souci. Et je crois que ça en font encore moins que moi sur la continuité des rapports entre les pays. Le seul moment où il y a eu une espèce de crainte, c'est quand il y a eu cette crise dans la zone euro et où les pays dépendant directement de l'ancien précaré se sont dit si ça va mal pour la France et surtout pour la zone euro, peut-être qu'on aura une nouvelle dévaluation. Là, il y a eu des frémissements. Les gens ont commencé à se poser une série de questions, mais l'épisode passé, les gens ont moins d'interrogations que les électeurs français. Donc, du coup, ils regardent, ils observent de façon très passéiste, très... comment dirais-je? Ce sont des observateurs passifs du jeu politique français. Ils n'ont pas de grosses préférences. Ils laissent les Français choisir leurs dirigeants. Alors, on va passer à une dernière... Oui. Non, les Français ont tendance à choisir les dirigeants africains, si on les laisse faire. Passons à une dernière question, avant de clôturer cette émission. Évidemment, les surprises sont toujours possibles. Mais vous pensez que, comme on dit un peu vulgairement, c'est plié ? Non, moi je pense jamais que rien n'est plié. Je pense que beaucoup dépend de la présence ou pas de la présence de Marine Le Pen au premier tour. Je pense que si il se révèle qu'elle n'a pas ses signatures, alors ça change absolument l'équation du premier tour. Et si ça change l'équation du premier tour, ça change a fortiori celle du deuxième. Et puis je pense que rien n'est jamais acquis en politique. Mais enfin, il faut dire que si on considère que 3 semaines avant la campagne, avant le vote, les opinions sont à peu près figées parce qu'on rentre dans une période de campagne électorale officielle où chacun regarde son héros et pas les autres. Donc il y a quand même, il faut attendre 7 semaines pour voir si le meeting de Villepinte a un peu renversé les courbes. S'il n'a rien fait, alors oui, je penserais que François Hollande va gagner. Moi, je suis moins prudent que Michel. Je crois que François Hollande tient vraiment la corde, tient le bon bout. Que les choix de Nicolas Sarkozy, même s'il fait un peu frémir les électeurs du premier tour, etc., ne suffiront pas à lui rapporter
à lui rapporter un nombre de voix qui lui permettrait de refaire son retard du second tour par rapport à François Hollande. Mais en revanche, il est évident qu'on ne peut pas dire que les choses soient faites. Je dirais, sauf imprévu, donc sauf improbable, ce sera plutôt François Hollande, mais sans doute avec un écart qui se resserrera très sensiblement par rapport à celui qu'il est aujourd'hui. Je ne pense pas que François Hollande soit élu avec 56 ou 55% des voix. Je pense qu'on sera plutôt dans du 52-48. Comme d'habitude, quoi. Comme le plus souvent. Mais encore une fois, il peut se produire des choses. Il s'en est produit déjà des choses. Il y a effectivement l'hypothèse Le Pen. Ça bouleversera le premier tour. Le second, je ne sais pas. L'hypothèse où Mme Le Pen n'aurait pas ses signatures. On a eu quand même l'explosion en vol de Dominique Strauss-Kahn. C'était quand même un sacré événement que personne n'avait vraiment prévu. Il y a un an, on en était encore à Strauss-Kahn président. Donc là, il peut toujours se produire des choses étranges, mais j'ai quand même l'impression que s'il y a la seule variation que je verrais potentielle, mais que je crois peu probable, ça serait que les électeurs de droite se détachent de Sarkozy en disant de toute manière il est dans le mur et se reportent sur Bayrou. Ça, je pense qu'il y a un petit frémissement, mais je ne pense pas que ça se produira pour les raisons que j'ai indiquées, parce que Bayrou n'assume pas vraiment ce rôle alternatif qu'il pourrait jouer. Mais là, il y a une toute petite incertitude. Pardonnez-moi, mais on peut aussi imaginer qu'un certain nombre des électeurs de Marine Le Pen se reportent dès le premier tour sur Nicolas Sarkozy. Ce qui ferait monter, oui, on peut aussi. Oui, dès le premier tour. Ce qui ferait monter. Moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je crois que le premier tour n'est pas joué, savoir qui sera en tête ou pas en tête. Là, il y a mais je pense qu'en revanche, le rapport. Quand on voit le rapport entre les candidats, je pense que Sarkozy est trop court. Il faudrait qu'il ait tous les électeurs de Bayrou, une grande partie des électeurs de Marine Le Pen. Or, ça n'est pas comme ça qu'est-ce que sont structurés les électorats de ces deux candidats. Eh bien, je vous remercie. Le moment est venu d'interrompre cette émission. Nous sommes arrivés à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi et je remercie aussi nos invités. Merci beaucoup. À bientôt.